Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, après la Russie, professeur Alpha Condé est à Paris. Le chef de l'État a présidé la réunion de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables en toile de fond soutenir le projet d'électrification de l'Afrique d'ici 2030. Une cérémonie avec plein d'émotions au ministère de la Défense nationale. Les Nations Unies remettent aux familles des victimes de sévices au Mali leur indemnité de décès. 3 casques bleus guinéens ont été assassinés par des inconnus le 22 février dernier. Enfin, ouf de soulagement pour les femmes de BOFA, une unité de saponification vient d'être installée à Koba, une manière d'accompagner les femmes dans leur autonomisation. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Le chef de l'État a présidé ce lundi la réunion de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables avec l'OECD. Plusieurs personnalités et hommes d'affaires étaient là pour prendre part à ce rendez-vous de Paris. L'objectif étant de soutenir l'Afrique pour réaliser l'ambitieux programme d'énergie d'ici à 2030. Sanassi Keita. C'est ce lundi 28 octobre 2019 que le cortège du président de la République a rallié la cour de l'OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique. Le secrétaire général de cette organisation était là pour réserver au professeur Alpha Condé et à sa délégation un accueil chaleureux. Accueil axé sur la conférence de l'AREI, Initiative africaine pour les énergies renouvelables. Personnalités africaines, hommes d'affaires et partenaires au développement de l'Afrique sont venus nombreux, rehaussés de leur présence ce rendez-vous de Paris concernant le développement de l'énergie en Afrique. Le leadership et de la passion du président Alpha Condé pour faire avancer Paris, détermination sans laquelle nous serions tous rassemblés ici aujourd'hui. Le leadership sans passion ne peut engendrer des résultats. Le président Condé a démontré en peu de temps qu'une initiative menée par l'Afrique est capable d'accomplir des résultats. Et je m'exprime au nom de mes collègues du comité technique intérim pour dire que sans sa vision, his energy et sa passion pour le développement africain, l'AREI n'aurait pas été où elle est aujourd'hui. L'avenir de l'Afrique est prometteur avec des dirigeants de cette envergure. Le président Condé est dans les résultats. Le secrétaire général de l'OCDE s'est réjoui des résultats obtenus aujourd'hui sous le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé, avec l'AREI. L'énergie en Afrique. Et je voudrais tout d'abord remercier le président Condé de nous avoir rejoints et rendre hommage à les efforts qu'il déploie à la tête de cette initiative pour les énergies renouvelables en Afrique, qui a déjà réussi à atteindre son premier objectif en phase 1, d'atteindre 10 gigawatts de sources renouvelables, et cela un an avant la date limite de 2020. Nous avons donc déjà atteint cet objectif, ce qui est une excellente nouvelle. Il est essentiel de permettre un accès plus large aux énergies propres à travers l'Afrique. Nous avons 645 millions de personnes qui sont encore privées d'accès à l'électricité à travers tout le continent, et quelques 40% des entreprises font état du fait que ne pas avoir accès à l'électricité représente pour eux la principale contrainte, ou en tout cas une contrainte importante.
En Afrique subsaharienne, les entreprises sont exposées à quelques 8,5 coupures d'électricité, à savoir qu'il n'y a plus d'électricité, presque 9 fois donc par mois. Le coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique se félicite aujourd'hui du défi relevé en si peu de temps, à savoir atteindre les 10 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2020. Nous connaissons tous les chiffres de l'énergie, mais permettez-moi de vous les rappeler. Alors que les ressources et les potentiels de l'Afrique dépassent ses besoins actuels, presque la majorité de sa population n'a pas accès à l'électricité. Et ce déficit est encore beaucoup plus prononcé concernant la partie subsaharienne du continent. Les vastes régions rurales d'Afrique ne sont pas électrifiées et la capacité de production actuelle n'est pas toujours en mesure de satisfaire la demande en électricité dans les zones urbaines et périurbaines qui croissent rapidement. Tout à l'heure, notre ami nous disait que les villages sont en train de se transformer progressivement en petites villes et que progressivement en villes moyennes, ce qui amène une autre transformation de l'Afrique, parce que 70% de la population vit dans les campagnes, mais les campagnes elles-mêmes sont en train de se transformer progressivement en petites villes. Les pays d'Afrique du Nord qui ont pratiquement atteint l'accès universel devaient également profondément modifier leur système énergétique afin de satisfaire les futurs besoins, tout en préparant un avenir où les émissions de carbone sont faibles ou nulles. C'est en réponse aux analyses des scientifiques qui prédisent que malgré la faible contribution du continent aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, les perturbations du climat seront précoces et auront des répercussions plus sévères que dans d'autres endroits du monde. En effet, nous avons ce paradoxe. L'Afrique est le continent qui produit le moins de gaz à effet de serre, mais qui subit les conséquences les plus graves du climat. Vous voyez, le lac Tchad a perdu presque 90% de sa superficie. Nous avons souvent des sécheresses qui entraînent la famine ou parfois des inondations. Alors, vous avez des pays sahéliens qui en général il y a la sécheresse et brusquement des inondations. Donc c'est l'Afrique qui subit le plus les conséquences des émissions des effets de serre, alors que nous sommes les plus pollueurs et les moins pollueurs. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'ARI a été conçu avec pour objectif majeur de considérer le double défi que représente l'abondance de l'accès à l'énergie et l'atténuation des changements climatiques. Elle vise la transformation du système énergétique de l'Afrique et l'accélération du développement des technologies utilisant des énergies renouvelables ainsi que l'élargissement de leur succès. L'ARI est une initiative africaine pilotée par les Africains. Cela est extrêmement important. Les objectifs du chiffre définis au lancement de l'initiative étaient pour la phase 1 2010-2020, réalisation de 10 gigawatts et 300 gigawatts pour la phase en 2030. J'avoue qu'au début, très peu de chefs d'État africains et coréens. En fait, d'où vient la REI? Lors de la conférence de Paris, tous les chefs d'État africains ont écrit au président Hollande pour dire si les préoccupations de l'Afrique ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire l'énergie et les diminutions de l'effet de gaz, aucun de nos pays ne signera. Et tous les ministres ont reçu l'ordre de ne pas signer si ces préoccupations de l'Afrique ne sont pas prises en compte. Tous les présidents africains ont écrit et tous les ministres africains avaient la consigne de ne pas voter. Heureusement pour nous, cela a été adopté. L'autre défi que le président Hollande nous a lancé, nous sommes prêts à vous accompagner si l'Afrique est capable de parler d'une seule voix.
Évidemment, quand on connaît la cacophonie qu'il y avait en Afrique, on pense que ce n'était pas possible. Mais au sommet de l'Union africaine en 2011, nous avons décidé à l'unanimité de créer la REI avec un conseil d'administration dont chaque région est représentée, c'est-à-dire l'Afrique du Nord par l'Égypte, l'Afrique de l'Est par le Kenya, l'Afrique centrale par le Tchad et l'Afrique australe par la Namibie. Et j'ai été désigné comme champion pour présider le conseil d'administration. Donc, nous avons relevé le défi du président Hollande. Nous attendions maintenant qu'il nous accompagne. Mais j'avoue que peu de chefs d'État y croyaient. Mais il me plaît de vous annoncer que l'objectif de 10 gigawatts qui était prévu pour 2020 a été presque atteint avant, puisque nous étions à 9,78. Donc, il reste que très peu. Et l'année 2019 n'est pas encore finie. Et si nous incorporons les résultats de l'Afrique centrale qui viennent de finir au Caire, je remercie nos frères égyptiens qui ont accepté d'abriter cette réunion, nous allons atteindre les 10 gigawatts un an avant. Cela prouve à suffisant que là, quand l'Afrique parle d'une seule voix et que les Africains sont unis, nous pouvons relever tous les défis, quels qu'ils soient. Mieux, lorsque l'Afrique parle d'une seule voix en matière d'investissement, la traçabilité des fonds est accessible à tous dans la plus grande transparence. En effet, nos partenaires signataires de la déclaration de Paris 2015 pourront en attester, notamment la France, l'Allemagne et l'Union européenne, qui ont déjà travaillé avec les équipes de la REI pour présenter ces résultats, la REI dirigée par notre chère sœur. Les autres partenaires étant à ce jour le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède. J'avoue que nous avons quelques petits problèmes avec les États-Unis. Comment trouver une solution entre la REI et Power Africa? J'ai fait une visite officielle aux États-Unis du 9 et 19, nous en avons discuté, mais pour le moment, nous n'avançons pas encore beaucoup. Donc, nous avons pu atteindre 10 gigawatts. Mais pour la phase 2, c'est autre chose. Donc, nous avons besoin d'élargir le nombre de nos partenaires. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'atteinte de 10 gigawatts avec un an d'avance, c'est une réussite pour le continent, mais n'est pas une fin en soi. L'objectif de 300 gigawatts pour la phase de l'EDRI nous oblige à adopter une approche plus stratégique et intégrée, mettant l'accent sur la transformation de tout le système énergétique africain à travers une implication de toutes les parties prenantes dans un cadre de mise en œuvre transparent. Ainsi, l'atteinte des 300 gigawatts de capacité en énergie renouvelable nécessite plus de 50 milliards de dollars d'investissement annuel pour le financement des infrastructures de production, de transport et de distribution d'énergie. Car il ne s'agit pas seulement de produire, il faut transporter et distribuer. Pour réaliser cet ambitieux programme du continent, le président Alpha Condé compte surtout sur le soutien du secteur privé. Vous conviendrez avec moi qu'un tel niveau d'investissement n'est pas envisageable à travers les fonds publics, car les capacités d'investissement dans la moyenne des États sont limitées par les contraintes fiscales et économiques. Seul le secteur privé peut nous aider à mobiliser un tel niveau d'investissement de manière soutenue, à condition que les États créent des écosystèmes favorables, minimisant les risques réels ou perçus, parce que très souvent, on aggrave les risques en Afrique, alors qu'il y a moins de risques en Afrique et dans beaucoup d'autres continents. Notamment des cadres réglementaires clairs, cohérents et transparents pour les énergies renouvelables. Dans ce cas, les fonds publics doivent être utilisés pour l'essentiel à mettre en place des instruments d'atténuation des risques et les mécanismes de financement structurés. Mais force est de reconnaître qu'en Afrique subsaharienne, un nombre très limité de pays ont aussi créé un tel environnement de confiance pour le privé.
À titre illustratif, de 2009 à 2016, plus de 60% des investissements dans les énergies renouvelables provenant du secteur public en Afrique, alors qu'au niveau mondial, il est seulement de 16%. L'atteinte des objectifs de la phase 2 nécessite aussi l'implication d'autres parties prenantes non moins importantes, dont entre autres les communautés, les milieux universitaires, pour ne citer que cela. Ainsi, des actions concrètes seront prises pour une participation inclusive de tous et la rencontre d'aujourd'hui doit poser les jalons pour une telle approche, chers amis. Nous le savons, l'énergie en Afrique peut changer les choses, tant pour notre jeunesse, pour son avenir, car cela va permettre de transformer nos produits tant agricoles que minéraux en produits finis. Donc, alors que l'Afrique soit actuellement le déversoir des produits finis, nous pourrons devenir le marché du monde à la place de la Chine. Bien sûr, beaucoup de gens ne croient pas. Pourquoi? La Chine est le marché du monde parce que le coût de production main-d'œuvre était faible. Mais pour le développement de la Chine aujourd'hui, ils sont obligés d'augmenter de plus en plus le coût de la main-d'œuvre locale et ne plus compter seulement sur l'exploitation. L'Afrique a des main-d'œuvre moins chères, mais nous étions en retard par rapport à la technologie. Aujourd'hui, nous sommes en train de rattraper ce retard. Pour élever les divers défis liés à l'énergie durable en Afrique, l'AREI, Initiative africaine pour les énergies renouvelables, a été lancée en 2015 au cours de la 21e conférence des partis à Paris, sous la coordination du président Alpha Condé. C'est une initiative qui représente un effort significatif dirigé et pris en main par l'Afrique pour accélérer et augmenter la domestication de l'énorme potentiel en sources d'énergie renouvelable du continent. Justement, de l'énergie pour tout le continent africain, c'est bien possible. Le processus est piloté par le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, et son gouvernement s'y attelle. À Conakry, l'étude du marché solaire est déjà disponible et le rapport validé par l'ensemble des partenaires. Daouda Tabansila. Au cœur des préoccupations de nombreux dirigeants africains, la mise en œuvre de la politique régionale des énergies renouvelables. Cet atelier sur la présentation des résultats de l'étude sur l'évaluation du marché du solaire photovoltaïque hors réseau entend contribuer à cette politique dont le principal objectif est d'assurer l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. Ce nouveau contexte suscite aujourd'hui un espoir immense chez les décideurs qui œuvrent pour la desserte de toutes les populations à la base. L'électrification des localités situées dans les zones non couvertes par le réseau national fait partie des priorités du département de l'énergie visant à satisfaire les besoins énergétiques modernes des populations à la base afin de résoudre le déficit énergétique que traverse notre pays. Organisé par le ministère de l'Énergie et le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO et CRE, ce projet régional répond parfaitement aux besoins d'accès à l'énergie électrique des populations vivant en milieu rural. Il faut se tourner vers le solaire parce qu'il est abondant chez nous et il est accessible. On peut le transporter dans le coin le plus reculé de la Guinée. Et puisque le souci du gouvernement aujourd'hui, c'est de donner de l'électricité à tout le monde, l'État est en train de s'investir avec ses partenaires, les bailleurs de fonds, pour que dans tous les villages et dans toutes les maisons, chacun puisse avoir au moins la lumière pour s'éclairer. Le projet d'électrification régionale hors réseau vient appuyer la Guinée et 18 autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Il permettra d'accélérer l'accès à l'électricité à travers l'utilisation des systèmes solaires photovoltaïques autonomes. Le projet régional d'électrification hors réseau a été conçu par ECRE pour répondre aux besoins des populations rurales qui ne peuvent pas être électrifiées par le réseau pour atteindre les objectifs que partout les pays se sont fixés, notamment
l'initiative l'accès d'énergie pour tous, il faut nécessairement une complémentarité de ces trois options, notamment les mini-réseaux et les systèmes individuels. Dans sa globalité, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables dont la coordination est assurée par le président Alpha Condé depuis 2015 vise à permettre l'installation d'une capacité énergétique renouvelable à grande échelle sur le continent africain, avec un impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le continent. Dans le reste de l'actualité, 2 groupes de jeunes soupçonnés de mener des activités douteuses en région forestière viennent d'être mis aux arrêts. Au nombre de 50 personnes et de nationalités différentes, ils ont été présentés aux autorités locales. RTG Nzerekore, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Ils sont 18 Burkinabés interpellés hier dimanche à Sondou, un petit village de Beila en région forestière. Ces jeunes, dont l'âge varie de 12 à 25 ans, se faisaient passer pour des orpailleurs. Après enquête auprès des populations villageoises, ils seraient en train de mener d'autres activités non déclarées sur le sol guinéen. Quand on a fouillé, bon, il y a certains qui avaient même les antiballes. J'ai dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas venir ici et chercher de l'or, vous dites que vous êtes orpailleur pendant que... Il y a une autre mission dans votre banque. Donc c'est pourquoi j'ai rendu compte à ma hiérarchie. Le maire de la localité ne les connaît pas. Le sous-préfet également. Le préfet de Beila ne sait pas. Ils sont là, confinés dans une maison, soi-disant qu'ils viennent pour chercher de l'or. Nous, ça prête confusion. La seconde interpellation est faite dans la ville de Nzerekore. Depuis un certain temps, 39 jeunes, tous guinéens, résident dans une même cour. 32 d'entre eux viennent d'être arrêtés. Constitués de diplômés et étudiants, ces jeunes sont encadrés par un Guinéo-Ivoirien. Plus de 24 heures après l'arrestation, leur chef d'équipe nie toute activité frauduleuse. La vente en ligne associée au marketing de réseau. C'est-à-dire qu'une c'est une entreprise commerciale qui vend ses produits via l'Internet. Partout où vous vous trouvez, vous pouvez acheter un produit en ligne. Et lorsque vous achetez le produit, vous avez droit à un numéro matricule international qui vous permet d'exercer votre activité partout dans le monde entier. Ces arrestations font suite à une montée en puissance de l'insécurité dans la ville de Nzerekore et environnant. Plus de 5 kidnappings en l'espace de 2 mois sont enregistrés dans la préfecture. Avec la collaboration des populations, les autorités comptent traquer tous les fauteurs de troubles, où qu'ils soient. Nos services de sécurité et de défense sont engagés, mais à eux seuls, ils ne peuvent pas. Il faut que la population de Nzerekore, dans les quartiers, dans les concessions, que chacun joue son rôle, qu'on soit vigilant pour mettre hors d'état de nuire les gens sur lesquels planent les doutes. Depuis hier soir, la direction régionale de la police travaille avec la justice pour transférer ces suspects pour des fins d'enquête. Vaste campagne de ratissage des forces de sécurité dans les préfectures de Koya et d'Oubrika. Plus d'une 50aine de jeunes vient de tomber dans leur grappin. Parmi eux, on note la présence d'étrangers qui disent travailler au compte d'une société de vente en ligne. Commandant Morikaba, Mangué Dantumasuma. 29 personnes interpellées à Sanoya, Kuntia et Kouria dans la préfecture de Koya, ainsi que 23 autres dans la préfecture de Dubreka. C'est le résultat des opérations de ratissage de la police et de la gendarmerie. Une action qui vise à dénicher des personnes suspectées de menacer la sécurité nationale. Dans le cadre de vastes opérations lancées par la Direction générale de la police nationale, que notre service appuyé par la brigade anticriminalité, les CMS et le commissariat central du Koya, y compris les services de défense que nous avons lancé cette opération dans notre zone de compétence pour essayer de mettre la main sur des individus qui sont regroupés dans les bâtiments dans notre zone et qui ne sont pas identifiés. Arrivés au commissariat, nous les avons interrogés. Nous avons trouvé dans le groupe 2 Sénégalais et un Bissagos. Ces individus se disent être membres du réseau qu'on appelle Kinet. Et donc ils sont regroupés, que ce sont les éléments qui font le marketing pour Kinet.
Donc nous avons remonté ça aussi au parquet. Le procureur nous a instruit de procéder aux auditions et de les transmettre au parquet. Donc ce sont ces individus-là que vous voyez devant vous. Ils sont au total 29 éléments, dont une femme, qui sont venus de toutes les régions. Nous sommes là dans le cadre du marketing des réseaux avec l'entreprise Pinet. On vend des produits. C'est le commerce en ligne. Une fois que tu viens, tu achètes un produit. Si tu veux être représentant indépendant de la compagnie, tu aides l'entreprise à écouler 2 de ses produits. Et il y a des avantages derrière l'écoulement de ces produits. Pourquoi on vit ensemble? Parce que quand vous venez, c'est un début, les moyens ne sont pas là. Donc les responsables s'associent, ils viennent en aide. Ils nous regroupent quelque part pour rester peu de temps afin quand tu commences à gagner maintenant pour toi, tu peux prendre maintenant ta propre maison. De nationalités différentes, ces individus détiennent des produits de Kinet qui, selon eux, est leur employeur. Ils ont parti nous trouver là où nous sommes. Ils ont dit d'aller nous présenter à la gendarmerie. On est parti nous présenter à la gendarmerie. Bon, après, la gendarmerie nous a demandé, on est venu ici à Debreka. Je travaille dans QNet. Ce que j'ai fait dans QNet, on fait le commerce en ligne. Donc quand ils demandent quelque chose, si tu demandes un produit, dans le besoin, on fait les demandes en ligne. Donc à travers cela, tu vas recevoir ton produit. J'ai été surpris par l'ampleur des cantonnements illégaux. QNet est apprécié sur la base de ses polices et procédures, c'est-à-dire son règlement intérieur qui conditionne ses ventes. Les modes de réfèrement, vous avez compris, tout RE qui s'hasarderait à violer comme ceux-là ont eu à le faire s'expose à des sanctions. C'est une activité qui nécessite un regroupement, mais pas de dormir dans les bureaux où ils se retrouvent, parce que ici la bancarisation fait un problème. Mais le fait maintenant de faire venir d'autres personnes, prendre des maisons pour elles, et c'est pas les entretenir, ce n'est pas dans les règlements de ceux qui le font, sont des personnes qui font de la fraude. Depuis un certain temps, des personnes étrangères regroupées dans des concessions privées sont interpellées par les services de sécurité pour des fins d'enquête de moralité. Après les auditions, les suspects retenus seront mis à la disposition de la justice. Et puis, cet arrêté interministériel 2019, numéro 6074 MG, MATD, MEF, SGG, portant l'interdiction de toute activité liée au groupement dit Kinet. Les ministres arrêtent. Article 1er. Sont et demeurent interdites sur l'ensemble du territoire national toute activité liée au groupement qui se fait appeler Kinet et de nature à entraîner les mouvements illicites de capitaux, des trafics illicites de migrants, des regroupements et formations clandestins d'éléments nationaux étrangers, des manœuvres frauduleuses de nature à porter atteinte aux biens d'autrui et à l'ordre public. Article 2. Les auteurs des dites activités seront, après audition par les officiers de police judiciaire, déférés devant le procureur de la République territorialement compétent. Article 3. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré ou publié au journal officiel de la République Conakry le 28 octobre 2019. On signé Monsieur Mohamed Lamine Fofana, ministre de la Justice, garde des Sceaux, général Bourema Condé, ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur Mamadi Kamara, ministre de l'Économie et des Finances. Dans l'actualité également, le 22 février dernier, 3 cascables guinéens en partance pour des congés ont été assassinés par des inconnus à Sibi, non loin de Bamako, la capitale malienne. Ce lundi, au ministère de la Défense nationale, les Nations Unies ont payé aux familles des victimes les indemnités de décès. Le document de paiement remis directement aux ayants droit. Sergent-chef Lamine Sana Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Sergent Michel Théa, Yves Haba et deuxième classe Ismaël Bangoura
sont les 3 casques bleus guinéens lâchement assassinés par des inconnus dans la localité de Sibi, située à 50 km de Bamako, le 22 février dernier, alors qu'ils se rendaient en Guinée pour leur congé. Ce lundi, les Nations Unies remettent aux familles des victimes le document relatif au paiement des indemnités de décès à travers cette cérémonie rehaussée de la présence de la hiérarchie militaire. Aux parents et amis, compagnons d'armes des militaires de la Guinée tombés sur le champ d'honneur au Mali, nous partageons très respectueusement votre douleur. Nous restons convaincus que la foi et l'acceptation des faits auront ôté votre principal allié dans cette douloureuse épreuve. Aujourd'hui, en application des dispositions relatives aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, les ayants droit des militaires tombés au champ d'honneur reçoivent les indemnisations prévues en cas de décès au nom de la paix. En prenant la parole, le représentant du ministre de la Défense nationale a réitéré l'engagement du peuple de Guinée à toujours accompagner le peuple frère du Mali dans son combat pour le rétablissement de la paix. Au nom du monsieur le ministre d'État, ministre chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, que malgré ces pertes humaines et toutes les difficultés rencontrées sur le terrain, l'armée guinéenne ne se laissera pas distraire de sa mission. La communauté internationale peut toujours compter sur la collaboration de la Guinée et de son armée pour la poursuite des missions de maintien de la paix afin de relever les défis de la sécurité internationale qui nous interpellent tous. Ces 3 casques bleus tombés au champ d'honneur appartenaient au bataillon Gangan 4 dont le mandat vient de finir à Kidal. Il est relevé par le bataillon Gangan 5 au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. 77 000 $ est le montant versé à chacune des familles de victimes. Une unité de saponification à Koba, préfecture de Bofa, elle vient alléger la souffrance des femmes dans la fabrique du savon et assurer leur autonomisation. Le projet est financé par l'UNICEF et c'est le ministre de la Jeunesse qui a présidé la cérémonie inaugurale. Younoussa Tawel Kamara. C'est une unité de saponification qui a la capacité de produire 580 morceaux de savon de 200 grammes par jour. Dénommé savon Koba, ce produit made in Guinée est fabriqué à base de palmistes et autres substances naturelles. Avec ce projet, l'UNICEF, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, accompagne l'autonomisation des femmes, la promotion des produits locaux et la lutte contre les maladies hydriques chez les enfants. L'unité de saponification, faut-il le rappeler, permettra de générer les revenus pour les femmes et les jeunes, mais surtout elle est la porte d'entrée pour la réalisation de l'ensemble des droits des enfants dans le Koba. C'est aussi un moment de reconnaissance et de remerciement. D'abord à l'endroit du président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement, qui a fait de la gouvernance participative décentralisée un terreau fertile sur lequel poussent des graines de l'épanouissement, de l'autonomisation des jeunes et des femmes et du développement à la base. C'est aussi pour nous le moment d'exprimer toute notre gratitude, nos remerciements à notre grand partenaire, le partenaire des enfants, des jeunes, des populations de Guinée, je veux dire UNICEF. Nous sommes heureux que cette unité soit aujourd'hui une réalité. L'inauguration de cette unité de saponification a mobilisé les autorités préfectorales et élus locaux de Bofa. Tous ont salué cet autre appui de l'UNICEF qui cadre parfaitement avec la politique d'autonomisation des femmes chère au président de la République, professeur Alpha Condé. Déjà, plusieurs femmes de ce centre ont bénéficié d'une formation en technique de fabrication de savon Koba.
C'est une fierté pour moi d'accompagner les jeunes, les femmes de Koba qui ont été très bien déterminées pour apprendre ce métier. Et puis je compte les accompagner jusqu'au bout. C'est prévu la capacité de cette unité de saponification de produire 580 savons par jour. Nous faisons les savons de toilette, les savons pour lessive. Nous invitons d'autres à faire mieux que ça, s'investir pour le développement, pour éradiquer la pauvreté dans nos communautés. Cette unité de saponification de Koba a été construite par une entreprise de la place pour un délai contractuel de 3 mois. Le coût de réalisation est estimé à plus de 249 millions de francs guinéens, entièrement financés par l'UNICEF. Enfin, comment adapter les variétés de riz aux contraintes du changement climatique? La question préoccupe l'Institut supérieur agronomique de Farana. Depuis 2004, des recherches sont en cours pour répondre à cette problématique. Plus de 5 variétés de riz local sont en expérimentation. Explication Ansman Toumani Kamara. À l'Institut supérieur agronomique de Farana, des recherches sont en cours depuis 2004 pour évaluer la résistance du riz pluvial à la sécheresse. Cette année, ce sont 5 variétés locales de riz qui sont évaluées. Chacune des variétés a été sémée à 3 dates distinctes. L'objectif est de connaître la meilleure date de semis de ces variétés dans la région de Farana qui subit déjà les effets du changement climatique. Avec nos étudiants et nos chercheurs, faire des essais de ce genre et organiser des journées portes ouvertes. Inviter ces paysans pour qu'ils viennent voir et pour qu'ils puissent s'approprier de la technologie. C'est en ce moment qu'on va les expliquer qu'est-ce qu'on a fait du début jusqu'à la fin. L'objectif, c'est de récolter beaucoup plus sur des petites superficies pour sédentariser les paysans afin qu'ils cessent de découper, de déboiser. Dans ces recherches, plusieurs paramètres sont étudiés pour identifier la variété de riz local qui s'adapte mieux au déficit hydrique. Nous prenons la hauteur des plants, le nombre de talles par plant et le nombre de talles fertiles, ainsi que le poids de 1000 grains. Nous prenons aussi le rendement. Voilà, une date qui est la date normale, une date intermédiaire et une date tardive. La date tardive, c'est la date du 4 août. Donc la variété, les rendements obtenus au niveau de la date la plus tardive, comparé au rendement obtenu avec la date normale, permet de savoir quelle est la variété qui résiste le mieux à la sécheresse. 12 étudiants, dont 3 filles en agronomie, sont initiés à ces travaux de recherche sur la résistance des variétés locales de riz à la sécheresse. Avec cette recherche scientifique, on a maintenant des connaissances en tête, même par ici maintenant, après la formation, on pourra vraiment instruire, presque éduquer la population rurale, afin de pouvoir avoir des connaissances sur les techniques de culture, sur des petites superficies, afin d'avoir de grands rendements. Cette station de météo aide ces chercheurs de l'Institut de Farana dans la maîtrise des phénomènes climatiques. Déjà, les données des premières recherches sont capitalisées et servent aujourd'hui de repère pour le monde rural dans la culture des variétés améliorées de riz, notamment le Nerica. C'était tout au compte de cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgcoloma.info. À demain, Inch'Allah.